d'être ici parmi nous ce soir. Avant de prendre la parole moi-même et de la céder à M. Talek Ramadan, je cède tout de suite la parole à M. Yemen Ami, président de l'association, notre association, qui va présenter M. Talek Ramadan. Vous la parole. Professeur Talek Ramadan, Monsieur le directeur du groupe Discover, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom de notre établissement, des membres de l'association CIAD, Cercle d'études sur l'apprentissage, le divertissement et l'épanouissement, on a ainsi l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à la conférence qui a pour thème le rôle et les responsabilités de la jeunesse dans le printemps arabe. À un moment où le monde arabe et son système économique et politique vivent dans une période d'instabilité et d'incertitude, marquée par une dynamique de changement et de renouveau, initiée par une jeunesse consciente et ambitieuse, il est temps de considérer cette population à sa juste valeur, de remettre en cause son degré de contribution à cette vague de réformes et de changements, ses responsabilités en tant que locomotive de toute société. Pour débattre de cette problématique, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir l'un des porte-paroles les plus sollicités de l'islam en Occident. Un invité de choix, j'ai nommé le professeur Talek Ramadan. C'est son deuxième passage à Discover. Il nous a toujours apporté des éclairages sur diverses problématiques et nous oriente toujours vers cet esprit de débat critique et nous le remercions pour cela. Né à Genève en 1962, Talek Ramadan est docteur en lettres. Il a enseigné la philosophie au Collège de Genève et l'islamologie à l'Université de Fribourg. Il est actuellement Senior Research Fellow à l'Université d'Oxford. Et à la Locally Foundation, il est également professeur invité en charge de la chaîne Identité et Citoyenneté de l'Université d'Erasmus aux Pays-Bas et à l'Université de Dauchis-sur-Loire. Le professeur Talek Ramadan est par ailleurs engagé depuis plusieurs années dans le débat sur l'islam en Europe et dans le monde. Expert, membre, consultant dans diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles, il participe à divers groupes de travail internationaux se rapportant à l'islam, au dialogue interreligieux et plus largement au développement et aux questions sociales. Il est aussi président de l'organisation European Muslim Network. Cette esquisse n'est qu'une infime partie de la valeur réelle de notre éminent invité à qui je cède la parole. Bien. Monsieur Talek Ramadan, professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci au directeur général de l'ISCA, M. Rachid Marabot, et M. El Moufak, directeur de l'ISCA Casablanca, d'avoir rendu cette conférence possible. Merci beaucoup, pour la deuxième fois d'ailleurs. Merci aux organisateurs, les initiateurs, c'est-à-dire les étudiants de notre association SIAD. Et merci également, il ne faut surtout pas l'oublier, Mademoiselle Alaoui, responsable de l'éducation fiscale. Nous recevons Talek Ramadan dans des circonstances particulières. En effet, le monde arabe connaît des changements sans précédent. Si la Tunisie puis l'Égypte se sont libérées du joug d'un régime autoritaire, le vent du changement a soufflé aussi pour d'autres pays, auxquels nous pensons particulièrement pour leur population, la Libye, la Syrie, le Yémen, etc., avec à chaque fois les mêmes protagonistes, la jeunesse et bien sûr les réseaux sociaux. Au Maroc, les choses se présentent différemment. Certes, les manifestations se sont déroulées, se sont relativement bien déroulées. Le roi est intervenu très rapidement pour proposer une révision de la Constitution dans le sens d'une démocratisation plus poussée du pays, répondant aux revendications de ses citoyens. Je dis plus poussée du pays parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 1999, le roi Mohamed VI a entamé des réformes et des grands chantiers, donc depuis plus d'une décennie. Le Maroc, par conséquent, apparaît comme un modèle de stabilité, de démocratisation en marche. Un modèle donné en exemple par de nombreux responsables politiques étrangers, qu'ils soient arabes d'ailleurs ou occidentaux, mais aussi par de nombreux médias étrangers
arabes, mais aussi occidentaux. Alors comment préserver cette spécificité marocaine dans un monde arabe en grande ébullition? Comment faire face à cette nouvelle dynamique? Quel rôle et quelles responsabilités sont les nôtres aujourd'hui, et particulièrement ceux de la jeunesse arabe et marocaine? Voici quelques questions fondamentales qui feront l'objet de cette conférence animée par notre invité de marque, le professeur Tarek Ramadan, à qui je cède la parole sans plus tarder. Merci. Merci. Vous m'entendez bien? Bien, j'aimerais commencer dans l'ordre inverse du protocole par remercier infiniment les étudiants de l'ISCAE. D'abord de votre présence, je suis assez impressionné. Il n'y avait pas de match de football, il n'y avait rien là tout à l'heure. Et donc vous êtes présents, et c'est la deuxième fois que je suis invité ici. Donc un grand merci à vous parce que votre présence, votre participation massive est une marque de reconnaissance, de respect mutuel. Et j'en profite également pour remercier les deux directeurs, le directeur général et le directeur de cette présence encore ici. Mariam pour son engagement dans la vie réelle, on se tutoie parce que c'est plus simplement que des relations institutionnelles que nous avons, ce sont des rapports de fraternité, et même si devant vous et devant le protocole elle vous dit vous, c'est un tu du cœur et c'est un tu de la reconnaissance, parce que l'ensemble de sa famille fait en sorte que si je suis aussi lié à votre pays, ça tient beaucoup à eux. Et en votre nom à tous, je tiens beaucoup à les remercier chaleureusement. C'est plus qu'un remerciement institutionnel. Le sujet que tout à l'heure la radio m'a demandé pourquoi avoir choisi ce sujet et pourquoi aux jeunes. En fait, le sujet a été choisi par les jeunes et par l'institution elle-même, et j'en étais tout à fait ravi parce que je pense qu'il faut avoir le courage de poser ces questions, de les aborder de front et d'essayer de déterminer. Vous m'entendez pas assez au fond? C'est mieux comme ça? De déterminer des angles d'approche, parce que s'il y a une chose que nous partageons tous, c'est à l'observation de ce qui est en train de se passer au nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. Comme ça, c'est mieux? Ah, c'est mieux pour le micro de la radio, mais pas pour le... Attendez. Comme ça, c'est mieux? Parce que je crois que ça gêne votre micro à vous, c'est ça? Attendez, on va faire une chose. Est-ce que comme ça, c'est mieux pour vous? Ça va pour vous? Vous voyez que remonte à la surface mon instinct suisse de mettre tout le monde d'accord dans la neutralité. Et donc, s'il y a une chose sur laquelle nous sommes assez, que nous partageons tous, c'est vraiment un grand point d'interrogation sur ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe vraiment, et surtout quelles peuvent être les conséquences de ce qui se passe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Nous sommes vraiment en train de traverser des moments de réflexion qui doivent être profonds, des moments qui doivent être caractérisés par à la fois l'analyse, le courage et la prudence. Et donc ce que je vais essayer de traduire avec vous au gré de cette réflexion, vous en excuserez les caractéristiques parfois incomplètes, parce que s'il est vrai que j'ai des questions et quelques hypothèses, je n'ai pas forcément de réponse déterminée. Je pose des questions et ces questions-là, peut-être que certains d'entre vous dans la salle auront des éléments de réponse qu'ils ont eux analysés. Et j'aimerais bien que tout à l'heure, quand on aura un temps de réflexion, ce ne soit pas simplement des questions, mais aussi qu'on puisse partager des analyses. Parce que si il y a un rôle à donner à la jeunesse, ce n'est pas simplement de poser des questions, mais c'est de proposer des analyses et de proposer des réflexions. Premier élément, sur la terminologie. Excusez-moi. On parle, et on a parlé assez tôt, du printemps arabe. Et
le printemps arabe marque l'idée par analogie à ce qui s'est passé en Europe de l'Est, à ce qui s'est passé dans d'autres horizons, d'autres espaces géographiques, à des révolutions qui ont amené à des changements politiques. Et ce qu'on appelle printemps, c'est cette idée que nous allons, avec la marche de l'histoire, vers une démocratisation des sociétés et une ouverture. C'est ça, le printemps arabe, c'est le réveil de ces sociétés vers plus de démocratie, plus de transparence, plus de reconnaissance du droit des peuples à s'exprimer. C'est cette idée que ces mouvements portent en eux non seulement les germes, mais les réalités, la traduction de mouvements historiques positifs vers la démocratie. Alors, c'est ce qu'on dit quand on parle du printemps arabe, comme on a parlé du printemps des sociétés d'Europe de l'Est et même des sociétés africaines. Il y a quelques années de cela, souvenez-vous, quand en Afrique un vent de démocratisation soufflait sur l'Afrique orientale. Et ce qui doit être l'analyse pour nous, et commencer déjà par cela, c'est que les terminologies utilisées disent quelque chose de l'analyse que l'on va porter sur les phénomènes. C'est-à-dire que, majoritairement positif, l'impression que quelque chose d'important est en train de se passer. Est-ce que le printemps arabe dont on parle aujourd'hui a déjà manifesté la réalité de révolutions achevées? J'entends par révolution un terme spécifique pris au sens littéral de changement radical de l'évolution passée vers quelque chose de nouveau. Révolution, changement radical. Pas forcément de la révolution politique qui va mettre à bas un dictateur, mais un changement d'orientation historique. Comprenez bien la différence. Parce que si on parle de révolution iranienne qui à un moment donné a changé et brisé un système, on peut avoir des révolutions historiques qui changent le cours des choses historiquement, mais sans forcément qu'on ait les conséquences d'une révolution politique telle qu'elle a pu apparaître historiquement. Une différence entre une révolution au sens de changement de l'orientation de l'histoire et d'une révolution, la mise à bas d'un système politique dictatorial. Comprenez bien la différence, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de révolution, ma position sur ces réalités-là, c'est que nous assistons à des embryons, à des germes de révolution, mais que toute société confondue, nous en sommes encore à des révolutions inachevées. Le cours de l'histoire n'a pas encore changé, même si quelque chose a changé dont nous ne savons pas aujourd'hui évaluer la portée. Si vous suivez mon raisonnement. Donc il y a bien quelque chose qui change. Et ça, c'est mon deuxième point. Nul ne peut contester que dans la société tunisienne aujourd'hui, comme dans la société égyptienne, comme dans la société libyenne, mais pas seulement, dans les sociétés syriennes, avec, souvenez-vous, une prise de position très rapide du président syrien qui annonce rapidement des réformes. Il n'était pas le seul. En Jordanie, c'est le Premier ministre qui a été changé, séance tenante et tout son gouvernement pour des réformes. Ajoutez à cela ce qui s'est passé au Yémen, ce qui s'est passé au Bahreïn, ce qui s'est passé jusqu'à dans votre société aujourd'hui au Maroc, où une prise de conscience se fait que des choses peuvent être changées par des mouvements de masse dont les caractéristiques sont de trois dimensions. La première, c'est que ce sont des mouvements de masse, c'est-à-dire c'est une population qui descend dans la rue et qui interpelle le pouvoir et qui lui dit il faut changer votre politique, c'est-à-dire la première caractéristique est celle-ci. La deuxième caractéristique, c'est que dans ces mouvements de masse, majoritairement, mais pas toujours, tous ces mouvements-là ont la force de leur faiblesse et la faiblesse de leur force. Et la force de leur faiblesse, quelle est-elle? C'est que ce sont des mouvements de masse qui ont une absence de leadership politique déterminé. Il n'y a pas une seule force qui peut dire je tiens, je contrôle la situation. Et donc ça, c'est une extraordinaire force, c'est-à-dire que ce qui unit cette masse populaire, c'est la connaissance de ce qu'on ne veut plus.
C'est la connaissance de ce qu'on ne veut plus. On ne veut plus de dictateurs, on ne veut plus de corruption, on ne veut plus de torture, on ne veut plus de passe-droit, on ne veut plus de clientélisme. On sait massivement ce que l'on ne veut plus. Et ça, c'est une force. C'est ce qui fait la capacité extraordinaire de mobiliser des millions de personnes, toutes catégories confondues, toutes religions confondues, parce que, par exemple, en Égypte, c'est des Coptes autant que des musulmans qui sont ensemble. Si vous vous souvenez de ces photos, de ces images extraordinaires de musulmans qui prient sur la place Tahrir, protégés par un cordon de Coptes qui les laissent prier et qui disent « c'est nous, c'est notre pays qui se libère ». Donc une caractéristique qui est un caractère massif de mobilisation, et ça c'est une force, on sait ce que l'on ne veut pas. La faiblesse du mouvement, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'orientation politique définie, c'est-à-dire que c'est une faiblesse au sens factuel, c'est peut-être nécessaire qu'on passe par là, mais il n'y a pas d'élite intellectuelle, de leader politique qui puisse s'arroger le droit de dire « je sais où va le mouvement », donc on sait contre quoi va le mouvement, mais on ne sait pas où il va. Et ça, c'est sa faiblesse aussi, c'est-à-dire personne ne peut exprimer ou n'a pu exprimer la réalité de « nous savons contre », mais nous ne savons pas exactement pourquoi. Et ça, toutes les sociétés telles que vous les voyez aujourd'hui, c'est vrai en Tunisie, où on n'a pas vu, et on n'a pas vu très tôt, la capacité des forces d'opposition à développer des plateformes de concertation de l'opposition, qu'elles puissent dire « nous savons ce que nous ne voulons pas, et voilà quelles sont les alternatives possibles ». Ni en Égypte, ni en Tunisie, ni aujourd'hui, en Libye, ni dans aucun des pays où les choses sont traversées. De temps en temps, dans un pays, un courant politique ou un courant religieux ou un courant idéologique tente d'orienter les masses populaires à partir de son référentiel, et jusqu'à ce jour, on n'a pas réussi à avoir des mobilisations de la même nature avec ces orientations-là. Donc on est dans un contexte, une géographie des mobilisations populaires qui nous met en évidence qu'il y a une certitude, c'est que quelque chose a changé dans les consciences arabes. C'est un acquis. Il y a une autre dimension, c'est que des forces massives sur le terrain ont réussi à être mobilisées avec une caractéristique qui est celle du mouvement de masse, non violent et pacifiste. Après l'intervention de l'armée au Yémen, qui a tiré après la prière du vendredi et a fait 46 morts, puis 54 morts, le leader d'un des mouvements de jeunes qui étaient présents, il a dit « Nous avons les armes pour nous défendre, mais nous descendrons dans la rue, poitrine en avant, les mains nues. » Donc ils tireront, mais nous on ne tirera pas. Et ça c'est quelque chose dans le monde arabe, d'histoire et de mémoire d'homme, ça ne fut pas fréquent. Qu'on ait des mouvements de masse qui refusent les armes et qui disent dans la non-violence nous irons et nous ne nous battrons pour nos idées qu'avec la force de nos idées et le nombre de citoyens. Ils n'ont pas du tout la capacité des armes. Ça c'est tout à fait nous. Donc quelque chose a changé qui éveille à la conscience que quelque chose est possible. Le nombre peut faire changer, la non-violence peut faire changer, le caractère pacifique et pacifiste de la mobilisation est important. Sa force, ce sont ses slogans nationaux. Alors, la troisième caractéristique, tout à fait impressionnante, la troisième caractéristique de tous ces mouvements, c'est que nous n'y avons entendu aucun slogan anti-occidental, anti-américain ou anti-israélien même. Sur la place de Midan et Tahrir, un homme essaye de prendre la parole et d'appeler à la mobilisation contre l'ennemi sioniste, et il est séance tenante, arrêté par l'un des leaders en lui disant « ça n'est pas notre combat ici. Ici, c'est libérer l'Égypte. » Alors certains, vous savez comme nous sommes, nous autres du Sud, nous avons parfois l'analyse froide et parfois l'analyse paranoïaque. C'est-à-dire, qui a donc voulu qu'on se mobilise contre l'État et non pas contre la scène internationale? Et on commence ensuite à développer, enfin nous sommes des champions pour ça. Il y a qui est derrière. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que personne n'est derrière. Vous me suivez? Il faut... Je suis sûr que vous me suivez très bien. Donc,
en l'occurrence, il faut avoir l'analyse froide, mais il ne faut pas non plus être naïf au point de penser que personne ne peut manipuler ces mouvements. Faut être, et on va y venir dans l'analyse, et il faut le comprendre. Donc, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est ces caractéristiques. 3 caractéristiques transnationales, oui, de la non-violence, de la caractéristique force et faiblesse du mouvement, non-violence et pacifisme, et aucune détermination anti-étranger, mais strictement nationale. C'est de l'Égypte qu'il s'agit, c'est de la Tunisie qu'il s'agit, c'est du Yémen qu'il s'agit, c'est du Bahreïn qu'il s'agit. Donc, on est dans des dispositifs de revendication nationale, de transparence, de démocratisation et de liberté. Voilà où on est aujourd'hui. Alors, l'effet domino n'a pas fait en sorte que le discours s'internationalise. Le discours s'est multiplié nationalement, il ne s'est pas internationalisé idéologiquement. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'il y a eu un effet domino de multiplication. Voilà. De multiplication. Ça va pas là. Bon. Qui a multiplié. Eh oui, il y a parfois des êtres qui sont rebelles et parfois des mots rebelles. Donc, qui a multiplié la revendication nationale, mais pas internationaliser l'idéologie de la résistance. Oui. Et là aussi, on peut imaginer que c'est une force, mais c'est aussi une potentielle faiblesse. Et c'est possible qu'au bout du compte, ces situations nationales, parce qu'elles restent nationales, gagnent en force momentanée, mais perdent en force historique. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on en reste à l'État, à la nation, ça peut gagner en force récente, mais en force historique, les souffles historiques sont plus courts quand ils ne sont que nationaux. Quand ils sont transnationaux, on peut imaginer quelque chose qui dépasse le plan régional. Donc, un printemps arabe, c'est un printemps des nationalismes qui se libèrent et non pas d'une idéologie qui s'installe. Donc, c'est des multiplications de phénomènes. Ça, il faut l'analyser aussi. Et c'est là où il faut qu'on fasse un pas en arrière. Dans cette confusion, faire un pas en arrière, et quand on me pose la question, je suis ici dans une université, je suis ici dans une institution académique, c'est de dire aux jeunes, aux étudiants, mais également à chacun d'entre nous, c'est quelque chose que nous partageons, face à ces phénomènes historiques que nous vivons au premier chef, là, directement et en direct, faire un pas en arrière et essayer de faire des analyses, de comprendre ce qui se passe, et en tout cas, de déterminer une analyse qui vienne de l'intérieur. Première des choses qui me paraît à relever, et en particulier pour vous au Maroc, mais c'est vrai dans tout l'horizon nord-africain et au Moyen-Orient. Vous savez que quelque chose de tout à fait particulier s'est passé en matière de couverture médiatique de cet événement-là. C'est-à-dire qu'il est évident aujourd'hui, chiffres à l'appui, statistiques à l'appui, que des moyens médiatiques nouveaux et alternatifs ont accompagné les mouvements de mobilisation. C'est une évidence. Le premier mouvement a été effectivement la capacité d'une jeunesse formée, extrêmement formée, dont, souvenez-vous, Wael, qui est celui qui a été l'un des mobilisations du 12 avril en Égypte, c'est un des opérateurs de Google dans la région du Moyen-Orient. D'ailleurs, c'est un des plus hauts niveaux de la maîtrise de la technique. Il sait de quoi il parle. Et ce jeune homme-là n'a absolument pas de tendance politique particulière. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il veut libérer les pays et utiliser ces instruments-là en diffusant cette pensée-là. Il fera quelques jours de prison, il en sortira en disant « ce n'est pas moi le héros, c'est vous les héros de cette mobilisation-là ». Mais on retrouve des mêmes opérateurs dans le mouvement tunisien. C'est-à-dire, à un moment donné, la capacité d'utiliser les moyens alternatifs, ce qu'on a appelé votre génération, les jeunes qui êtes ici, la génération Facebook. On a la génération qu'on peut. Et donc la génération Facebook qui va diffuser les informations, utiliser les moyens alternatifs et mobiliser les personnes.
ce qu'on a su, donc ça c'est une réalité, ce sont les réseaux sociaux, alors il y a Twitter, il y a tout ce que vous connaissez sur Internet qui ont fait qu'on a encadré une mobilisation avec des mots d'ordre. Est-ce que ceci fut totalement informel? Non. On le sait aujourd'hui, par exemple, le mouvement a commencé assez rapidement à prendre dans l'année qui a précédé en Tunisie, mais qui a précédé quoi exactement? Une mobilisation qui est venue simplement avec l'auto-immolation de Mohamed Bouazizi? Non. Une année auparavant, avant son immolation, il y a deux choses qui se passent et qui sont importantes. En fait, exactement 14 mois avant. Il y a une augmentation importante, conséquente du prix du pain et des matières premières, qui produit chez la population pauvre une vraie réaction. C'est pas la première fois, on n'en parle pas dans les médias, mais c'est vrai en Égypte, c'est vrai, les matières premières et les produits de première nécessité qui augmentent et qui produisent une réaction. Et en même temps que cela, vous avez le début d'une formation d'un certain nombre de cadres, de certains jeunes étudiants aux mobilisations de masse par l'intermédiaire d'Internet. Et c'est venu en Tunisie par l'intermédiaire de ce qui se fait depuis 3 ans en Égypte. Depuis 3 ans en Égypte, on a des groupes qui se forment à la capacité de mobiliser la jeunesse et les populations à la résistance non violente. On le sait, et il y a un troisième acteur là-dedans qui va couvrir les événements et qui va être aussi la chaîne El Jazeera, en arabe et en anglais, qui va même faire dire à Hillary Clinton, il y a 2 semaines de cela, la vraie information, c'est El Jazeera qui l'a donnée, beaucoup plus que Fox News. Donc, tout à fait étonnant que l'administration, c'est la secrétaire d'État, c'est pas un fonctionnaire américain, c'est la secrétaire d'État qui publiquement reconnaît la force capitale d'une chaîne de télévision à couvrir les événements. Alors ce qu'on sait aussi, c'est qu'il est clair que la chaîne El Jazeera a pris position pour les peuples de façon claire et déterminée. C'est-à-dire que les informations d'El Jazeera ne sont pas objectives dans la couverture des mobilisations. Les chiffres ont parfois été augmentés, les couvertures permanentes, les mobilisations à la parole donnée. C'est une prise de position d'une chaîne internationale basée au Qatar qui soutient la mobilisation populaire. C'est clair, il y a un soutien clair en arabe et en anglais. Et en anglais, ça a été toute personne qui voulait savoir ce qui se passe allait directement se ranger sur Al Jazeera, c'est là où vous aviez l'information. Et ensuite, par ricochet, vous retrouviez ça sur CNN, vous retrouviez ça sur Sky News, vous retrouviez ça sur la BBC. Elle a pris un ascendant important. C'est elle qui, pendant les événements d'Égypte, fait une émission d'1 demi-heure sur ces jeunes du 12 avril et explique d'où ils viennent. En fait, ça n'est pas informel et le fruit du hasard. Ce sont des jeunes qui ont été formés, effectivement, et des gens très brillants. Je ne sais pas si vous les avez entendus parler au moment des événements. J'ai rarement vu des jeunes qui s'expriment aussi bien et aussi clairement. Là, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de dire. Ils savent tout ce que je suis en train de vous dire, pas contre l'Occident, pour le pays, contre la dictature. C'est étudié. Ils savent qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, utiliser et prendre directement position par rapport aux insatisfactions populaires. À la pauvreté, à la corruption, à la dictature, au régime qui ne bouge pas, à la non-mobilité sociale. Tout ça fait partie de leur discours. Ils sont assis et ils vous le disent. Ils vous disent voilà ce qu'était notre programme. Et ils sont formés dans 4 endroits différents. Ils sont formés à partir de l'Égypte, mais ils sont formés en Europe de l'Est. Ils sont formés dans le Caucase, avec des gens qui sont des spécialistes de ces mobilisations-là. Et ce qui est tout à fait étonnant, et qu'on doit étudier, c'est qu'en fait une partie d'entre eux va passer par le State Department, le département d'État américain. Et que ce qui est tout à fait étonnant encore, c'est que c'est la seule chose qu'on n'a pas dans l'émission d'Al Jazeera. C'est-à-dire que tout est dit, à l'exception qu'ils sont passés par les États-Unis. Alors, s'il vous plaît, vous commencez par me dire « Et voilà !» Je n'ai pas dit ça. Je vous dis simplement une chose, c'est que dans la couverture de ces gens, nous n'avons pas affaire à des mouvements informels qui viennent de rien, tout à coup une étincelle et tout le monde se mobilise. Non,
il y a là derrière 3 ans, et là ils le reconnaissent, ça fait 3 ans qu'on travaille, on a décidé d'utiliser la fête de la police en Égypte en connaissance de cause. Donc 3 ans plus tard, ils se sont dit maintenant. Et maintenant ils partent, et ça va faire la mobilisation. Ce qui n'était pas prévu, c'est effectivement l'acte de ce jeune homme qui à un moment donné, dans la désespérance qui est la sienne, il fait ça. Donc tout n'est pas contrôlé, mais l'accompagnement est sérieux, l'accompagnement est pensé, la vision est présente. Ça, il faut l'entendre, il faut le comprendre. C'est là où les jeunes qui sont ici, je veux dire, c'est pas un mouvement de jeunes cervelés, non, il y a des gens qui ont accompagné le mouvement et qui nous font comprendre à nous qu'ils ont donné une force, c'est-à-dire effectivement ils ont décidé, c'était important aussi, ils ont décidé qu'aucune force politique ne devait gérer le mouvement, piloter le mouvement. C'est que la seule chose qui allait le piloter, c'est une vision très très claire du refus de l'état des choses et de la dictature, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, quand vous étudiez ceci, vous dites, bon, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Un mélange de facteurs impondérables et de travail, de mobilisation de masse. Oui, ce mélange. Et qui fait que des choses sont à contrôler et des choses sont accompagnées de façon plus ou moins contrôlée. Et en fait, ça a marché. Les jeunes et les moins jeunes, au moyen des instruments Internet de diffusion rapide de l'information, parce que ce n'est pas simplement Internet, c'est une formidable capacité à utiliser l'image. Oui. Est-ce que vous avez remarqué que sur Al Jazeera, en arabe et en anglais, on demandait aux gens d'envoyer pour les présenter? Formidable expression. On a compris aujourd'hui que vous pouvez, avec 3 minutes d'une couverture avec un téléphone, faire ébranler les consciences jusqu'aux administrations. Vous voulez un exemple? La personne qui était présente au moment de la mise à mort de Saddam Hussein, qui a fait qu'à un moment donné, on a ébranlé. Ce qui est en train de se passer en Afghanistan aujourd'hui, où on a des jeunes soldats qui montrent comme des trophées de guerre, comme des vulgaires lapins, des personnes paysannes, afghanes, tuées sans armes. Et donc, ça ébranle, ce qui était Abu Ghraib et tout ça. On sait ça. Et donc, la capacité à montrer l'image qui choque, oui, la multiplication de l'information qui mobilise, et en même temps l'orientation d'un discours qui ne va pas chercher de coupables que l'on accuse, mais de systèmes que l'on refuse. Oui, ça va être quelque chose qu'il faut vraiment qu'on analyse, parce que c'est ce mélange-là qui est tout à fait sidérant. Et ça a marché, pourquoi? Parce qu'effectivement, on a eu des mouvements majoritairement non violents. Il n'y a pas eu de violence. La violence est venue de la répression. Et puis, on a eu à des moments donnés aussi des attitudes qui ont pu surprendre. Donc ça, ce qui me paraît aujourd'hui important, c'est que nous le comprenions de l'intérieur. Et donc, pour comprendre les phénomènes de l'intérieur, il faut se libérer, en termes de couverture médiatique, d'un certain nombre d'analyses simplistes. Premier des éléments, et ça, encore une fois, j'ai entendu des intellectuels marocains, tunisiens, égyptiens, jordaniens, arabes, qui viennent du Sud, tenir à l'Occident des propos qui étaient, en fait, aliénés par ce que l'Occident pensait du monde arabe. Parce que ce que ces phénomènes ont montré, c'est le caractère tout à fait simpliste du regard occidental sur les sociétés arabes. Grave, mais même pas simpliste, dangereux, dans la réduction qui en était. Première des choses, vous avez eu, refaisant surface, des analyses qu'on a connues sous les colonisations. En fait, dans le monde arabe, ou avec les Arabes, on a droit à 2 choses. Soit à la dictature, soit aux islamistes radicaux. Et tout le discours a été, oui, mais qui va prendre la place? Et qui a joué sur cela? Reconnaissez-le et entendez-le. Immédiatement, quand la Tunisie s'ébranle, le premier pays qui prend position et qui dit, attention, si la Tunisie tombe, on va vers un autre Iran, c'est le gouvernement israélien. Le gouvernement israélien a appuyé sur le fait, attention, si ce n'est pas eux, ce sera pire, ce sera des islamistes. Et alors, ils ont osé le dire de façon encore plus forte quand l'Égypte a été touchée. Et attention, ils l'ont dit fortement quand l'Égypte a été touchée, on n'a plus rien entendu quand la Libye a été ébranlée. Comme si pour la Libye, il fallait que le dictateur tombe, mais pour l'Égypte, il fallait qu'il reste. Parce que vous avez des dictateurs à géométrie variable. Non mais comprenez-le ça aussi.
ne pensez pas, ça n'est pas parce que les révolutions sont nationales et circonscrites qu'elles n'ont pas un enjeu régional et international. Les attitudes vont venir régionalement, bien entendu. Israël a énormément joué sur le type de rapport qu'on avait sur les analyses premières, en disant attention, il faut favoriser la sécurité et la stabilité plus que la liberté des peuples, parce que la liberté des peuples sera de toute façon mise en cause s'il n'y a pas de sécurité et pas de stabilité. C'était ça le discours qu'on nous a vendu. Et donc, la première des choses, c'est qu'au nom de ces deux pôles négatifs, dictature et islamiste radical, il vaut mieux choisir la dictature. Pourquoi? Parce que le moindre des deux mots va au moins nous sécuriser et protéger nos intérêts géostratégiques. Ça a été vendu à l'Occident, entretenu par l'Occident pendant 30 à 40 ans, soutenant ces dictatures. Raison pour laquelle, pendant les premiers jours, tout le monde était un tout petit peu, je veux dire, l'absence de politique européenne par rapport à l'Afrique du Nord a été monumentale. Ça n'est pas le cas des États-Unis. Et j'ai rarement vu un travail de communication aussi efficace que la communication américaine, jusqu'à simuler la maladresse. Il faut le faire. Simuler le fait qu'on ne sait pas ce qui se passe. Deux exemples. La première des choses, c'est la reconnaissance de ce qui se passe en Tunisie et la première intervention de reconnaissance et qui salue le courage du peuple vient du président Barack Obama. Or, Barack Obama est le premier de tous, avant tous les Européens. En Europe, on pataugeait complètement, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Le premier des pays qui était complètement en soutien avec la Tunisie, la France, était complètement perdu. Ils se sont complètement perdus dans les considérations sur leur ministre des Affaires étrangères qui est parti faire le mauvais voyage au mauvais moment. Elle a fait le mauvais voyage au mauvais moment, alors que toute la classe politique française sait qu'ils sont nombreux à avoir fait le mauvais voyage, mais au bon moment. Si vous me suivez. À gauche et à droite. La même chose. Donc c'était juste maladroit. C'était pas là qu'il fallait le faire. En plus avec la famille, enfin bref, laissez tomber. On en vient à la situation et qu'est-ce qu'on voit? Un homme, un président avec son administration qui intervient. Il faut savoir que quelqu'un comme Ben Ali a fait sa formation, sa double formation, militaire avec les Américains et services de renseignement avec la CIA. Ils le connaissent parfaitement. Et donc il décide de le faire tomber dans un piège. Petraeus, qui reconnaît par la suite qu'il a été en contact avec le ministre des Affaires étrangères tunisien et le commandement armé tunisien, fait tomber Ben Ali dans un piège. Ils lui disent, il faut que tu ailles protéger ta famille, que tu quittes et tu reviendras. Il lance au même moment un faux mot d'ordre qui dit, la femme de Ben Ali est allée prendre un tiers des réserves et elle est partie avec. Ça veut dire que si elle a pris un tiers, elle savait qu'elle ne reviendrait pas. C'est ça que ça veut nous dire. Mais en fait, elle n'a jamais fait ça. Elle n'a pas pris un tiers. Ils pensaient tous qu'ils partaient pour la protection, d'abord en France, puis en Chypre, et c'est en accord entre Washington et Riyad qu'il est décidé qu'il va atterrir à Riyad sous total secret et sans aucune capacité à s'exprimer. Cette décision est prise en 3 jours par Petraeus, le commandement armé américain, le commandement armé tunisien et le ministre des Affaires étrangères, pour éviter la contagion possible et prendre rapidement des dispositions. Toute la diplomatie européenne est perdue. Ils ont été pris de court. Et dans l'affaire égyptienne, et c'est pour ça que les jeunes, moi j'essaye de vous expliquer ceci, parce que ce qui m'intéresse, c'est que ne soyez pas assis béats devant les réalités historiques, il faut les analyser, il faut aller chercher cette information-là. Ça, moi ce qui m'intéresse, c'est que des jeunes soient nourris par l'espoir que des choses changent dans le monde arabe, mais pas naïvement. La pire des choses qui puissent nous arriver aujourd'hui dans le monde arabe, c'est soutenir des mouvements dans la naïveté sans analyse. Non. Pourquoi c'est important? Parce que une cause juste portée par la naïveté peut être une cause rapidement manipulée. Même si elle est juste. Il ne suffit pas d'être juste et sincère, parce que juste et sincère, vous pouvez être manipulé par des gens qui sont moins justes et pas sincères du tout. Oui, ils peuvent vous manipuler de derrière.
ou de devant. Il peut vous manipuler tout court. Donc, c'est ce qui arrive. Nous, non seulement on est des champions pour se faire manipuler, mais on est des champions pour se faire auto-manipuler. Oui, mais vraiment, des analyses, mais vraiment superficielles. Donc permettez-moi, c'est pour ça que j'essaie de l'apporter, après j'aimerais répondre vraiment à la question du rôle des jeunes par rapport à ça. Parce que ce que j'essaie, c'est de vous montrer la complexité du phénomène, et de comprendre où les choses se passent. À un moment donné, on a, en Égypte, un espèce de jeu avec les émotivités. Tout le monde sait. Je veux dire, ça a même été analysé. Si vous lisez le rapport des Américains sur les peuples arabes, le jeu, pendant la colonisation, comment joue-t-on avec les émotions arabes? Oui, nous sommes des émotifs. Nous sommes des émotifs. Et quelqu'un qui est un politique intelligent, quand il travaille avec des émotifs, il faut qu'il utilise les motifs. Oui, faire monter, faire descendre. Vous avez remarqué quels ont été les discours pendant les 18 jours où à des moments donnés, le président américain intervient à 2h de l'après-midi, heure d'Égypte, pour dire une page de l'histoire se déploie, quelque chose va changer. Ça veut nous dire, Moubarak va tomber. 5 heures plus tard, Moubarak prend la parole, je reste. Et les gens se disent, mais il est vraiment pomme, Moubarak. Non, Barack Obama, il ne sait pas de quoi il parle, il n'est pas au courant. Le même scénario se répète 4 jours plus tard, où on nous annonce, par l'intermédiaire de Hillary Clinton, que quelque chose va changer, l'émotion monte, le soir même, tout le monde descend, et là, ça a été, souvenez-vous, moi j'avais des gens de ma famille qui étaient sur le Midan et et dit, on est complètement tombé. On s'est dit, c'est pas possible. Et donc on joue avec l'émotivité populaire, et le lendemain, il démissionne, il dit, mais attends, il annonce la veille qu'il reste, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Vous n'avez pas eu cette question? Moi je me dis, la nuit a dû être agitée. Que s'est-il passé? Étonnant. Étonnant qu'on ait en fait une partie des militaires à garder le cap. À garder le cap. Il faut savoir 2 choses aussi par rapport aux militaires. La prise de position des militaires de ne pas intervenir ni à gauche ni à droite est une position qui vient et qui est liée au dispositif américain. Vous ne prenez pas position. Dans les 2 pays, c'est la même chose. Dans les 2 pays, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est une situation gagnant-gagnant. Il reste, il est faible, vous le tenez, il tombe, vous pouvez avoir une situation de contrôle. Jusqu'à l'heure qu'il est, tout le dispositif militaire en Égypte n'est pas tombé. Derrière, jusqu'à la discussion sur la Constitution, les militaires sont tout à fait présents en Égypte et tiennent le pays encore. Est-ce qu'on va aller vers un processus démocratique? La révolution sera achevée si le processus démocratique va jusqu'au bout, c'est-à-dire que les élections amènent vraiment ce dont on est en train de parler. Et une chose, le déplacement de l'armée là où elle doit être, c'est-à-dire il n'y a pas de démocratie quand l'armée contrôle la Constitution ou les processus démocratiques. Par définition, c'est contradictoire. On n'a pas gagné en Tunisie, ça n'est loin de loin pas gagné en Égypte. Et on dit cela maintenant, vous voyez la complexité de quelque chose qui est à la fois incontrôlé au moment de sa source, mais orienté avec une pensée qui l'a précédé. Sinon, pourquoi former ces jeunes à des mobilisations si rien n'allait se passer? Donc, il faut éviter la pensée paranoïaque que tout est contrôlé, et en même temps éviter la pensée naïve que tout se fait comme ceci dans un élan de joie générale où les peuples arabes se concilient ou se réconcilient avec la non-violence qui marche. Je crois que c'est plus complexe que ça. Enfin, j'ai essayé de vous montrer la complexité du phénomène. Maintenant, il faut aussi se rendre compte qu'au-delà du discours qui nous est venu de l'Occident et qui nous a présenté les choses de façon binaire, on doit, nous, de là où nous sommes, et vous, de là où vous êtes, au Maroc, et même par rapport à votre propre pays, apporter des éléments de réflexion qui sont un tout petit peu différents des réalités et des analyses qui sont faites. Parce qu'il y a une chose dessus, et ça, il faut qu'on le dise et qu'on le répète, et que vous, les jeunes, vous le portiez haut et fort. C'est que les valeurs dont on parle, à savoir les valeurs de démocratisation, les valeurs de justice, les valeurs d'égalité, le refus caractérisé de la corruption,
du clientélisme, c'est-à-dire que des gens arrivent au sommet de l'État ou au sommet des institutions par la seule volonté du pouvoir qui les désigne, sans s'appuyer sur leurs compétences, mais en s'appuyant soit sur leurs relations familiales, soit sur le fait qu'ils soutiennent le régime. Ça, ce sont des choses que toutes les sociétés majoritairement musulmanes et arabes ne veulent pas. Ce discours-là, il faut le tenir. Il faut le tenir avec force. Et ça n'a rien à voir avec l'islamisme dangereux ou les dictatures qu'il faut. Ça a à voir avec des valeurs que nous défendons universellement. Mais en même temps que je dis cela, faites attention, parce que moi je le disais, je dis, mais attendez, de quoi vous me parlez? Les islamistes sont partout. Moi, vous imaginez bien, on n'a pas arrêté de me poser la question, et les frères musulmans, et Narda, et tout. C'était vraiment, il fallait soit effrayer, soit rassurer. Elle dit, non mais attendez, écoutez ce que les gens disent. Une fois dans votre analyse politique, cessez de projeter sur les Arabes vos peurs et vos craintes et vos propres racismes, parce que parfois c'est raciste. Je suis désolé, j'ai entendu des propos d'analystes politiques, vous dites, mais c'est un propos raciste, c'est un propos de colonisateur, c'est un propos colonial, qui n'écoute pas ce que disent les peuples. Mais en même temps, quand certains vous les rassurez, vous dites, mais non, ils veulent la même chose que vous, mais il fallait presque oublier que les Tunisiens dans leur majorité, que les Égyptiens dans leur majorité, ça reste des musulmans. Et qu'en fait, en appelant à ces valeurs-là, ils n'agissaient pas contre l'islam. C'était des musulmans qui partagent avec l'Occident des valeurs de justice, de dignité, d'égalité. Ils ne sont pas moins musulmans parce qu'ils ont les mêmes valeurs, mais il faudrait que l'Occident comprenne qu'ils ont les mêmes valeurs et qu'ils restent musulmans. Il faut les entendre. Vous comprenez? Mais ça, c'est très important. C'est très important que vous-même, quand vous parlez, vous dites, attendez, mais je ne défends pas ces valeurs contre ma religion. Vous n'allez pas, après 50 ans de colonisation, venir me redire que je ne serai universaliste que quand je serai moins musulman. Ces peuples sont majoritairement musulmans et ils ont affirmé des valeurs qu'on partage. Il faut les entendre comme ça. Il faut faire attention, parce que certains, pour rassurer l'Occident, veulent diminuer le facteur musulman. Et il n'est pas là. Oubliez qu'ils sont musulmans, ils ne sont même pas arabes. Non mais, je vous promets que on en était là sur certains plateaux de télévision anglais, américains, français. C'était, attendez, non, ils sont comme vous. Et on parlait et de la culture, et de la couleur, et de la religion. Et donc ça, il faut que vous, les jeunes, vous soyez équipés à comprendre la complexité, mais que vous assumiez qu'à partir de votre référentiel, de votre culture, de votre histoire, vous avez des valeurs universelles qui questionnent votre propre réalité, mais aussi les contradictions de l'Occident. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas pour chercher des coupables, mais pour rappeler des responsabilités. Ne venez pas nous donner des leçons de démocratie et de valeurs et de dignité humaine quand, au nom de vos intérêts géostratégiques, vous avez oublié pendant des décennies les peuples sous la torture, la répression et le déni de droit. Oui, vous voyez? Non mais ça c'est une analyse qu'il faut porter, que les jeunes, pour pouvoir dire ce que je dis, il faut être équipé historiquement, il faut être équipé de ses propres références. Au bout du compte, vous êtes qui dans tout ce processus? Oui? En tant que Marocain, vous êtes juste en train de dire pourvu que ça ne se passe pas au Maroc ou pourvu que ça se passe au Maroc? Vous êtes des frileux arabes ou vous assumez qu'à partir d'un certain moment, vous revendiquez aussi, même pour votre pays, une évolution vers une démocratie, une démocratisation, une transparence, la non-corruption, le non-climat. C'est ça, vous êtes des Marocains qui devez porter ça aussi, si vous êtes cohérents. Il ne s'agit pas de saluer ce qui se passe ailleurs et de ne pas dire pour son pays, dans les termes de nos pays, parce que le Maroc, ça n'est pas l'Algérie, ça n'est pas la Tunisie, et là, il faut étudier chaque situation au cas par cas. Et de quand même se situer dans un processus de démocratisation, dans un processus de lutte contre la corruption et pour plus de transparence. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que vous apportiez une grille d'analyse de là où vous êtes. Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Oui? Je suis de mon temps? Oui. 5 minutes. D'accord. Donc, que vous apportiez une grille d'analyse de là où vous êtes. Et ça m'amène à mettre en évidence ce qu'on peut attendre de la jeunesse et qui va m'amener à ma conclusion. La première des choses, c'est l'analyse de ces phénomènes-là et l'analyse aussi des attitudes contradictoires dans le monde arabe
est majoritairement musulman, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et puis aussi comprendre les réalités régionales de cette complexité-là. Parce qu'il y a de quoi être surpris quand même que en Libye, par exemple, alors on est dans une situation qui est difficile, parce qu'en Libye, tout à coup, à un moment donné, la roue tourne. Et on sait que s'il n'y a pas d'intervention, les résistants pour la liberté qui sont à Benghazi vont être... Et donc, il faut intervenir, sinon ils vont se faire massacrer. Mais vous voyez bien qu'on est dans une situation où on se dit, bon, on intervient pour les sauver ou on a quelque chose d'autre en tête? Toute personne lucide doit se poser cette question-là. Pourquoi intervient-on là? Alors que quand, à Raza, des centaines de civils vont être tués, et on le sait, le même homme, le même président, qui, en Libye, dit on ne peut quand même pas laisser tuer des civils, de la dignité. Donc notre ami Sarkozy, c'est un ami personnel, donc en l'occurrence... Le même homme. Pardon? Ah, des fois je souris. Le même homme qui, au moment où des civils de Razaoui donc, vont se faire massacrer, dit au ministre de la Culture israélien en visite à Paris, lui dit: de combien de temps avez-vous besoin pour finir le travail? C'est cet homme-là, l'ami des Arabes. De combien de temps avez-vous besoin pour finir le travail? Ça, je ne l'oublierai jamais. Finir le travail, c'est-à-dire massacrer les gens. Ce même homme-là, il nous dit aujourd'hui: ah non, on ne peut pas. On ne peut pas laisser mourir des civils. Des intérêts économiques en jeu sont très importants. Le pétrole est très important. Et puis, il faut maintenant aller chercher aussi l'analyse d'autres pays de la région. Comment se fait-il que le gouvernement israélien, totalement en soutien d'abord de Moubarak, ait été aussi dur dans 5 dossiers africains et moyen-orientaux? Le colonel Kadhafi est problématique pour la politique israélienne. C'est vrai dans les régions d'Afrique orientale. Vous ne le savez pas, mais qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? C'est que la présence israélienne est très très importante au Niger et au Mali aujourd'hui. Mais pas par hasard. On vient de découvrir parmi les plus grands gisements de pétrole de l'Afrique dans cette région-là. Et comme par hasard, ça bouge maintenant avec des terroristes qui interviennent. Et donc on se dit quand même, les terroristes sont bien au courant. Mais moi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de gens qui utilisent le terrorisme et la violence. Il y en a, c'est une certitude. Mais je me dis, il y a des gens dont les intentions mauvaises d'un point de vue islamique, que je condamne, sincères, parce qu'ils croient que c'est vrai, sont parfois amenés à faire des choses où on se demande qui les mène à les faire là où ils les font. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis attention à la sincérité des uns. Il y a derrière eux parfois des gens qui ne sont pas du tout sincères et qui sont manipulateurs. Et donc tout à coup ils sont là. Deuxième dossier, le Soudan. Le troisième dossier, l'Éthiopie et l'Érythrée. L'Afrique de l'Est, avec toute la politique de Kadhafi au Tchad et le Moyen-Orient. Vous avez là un homme qui est problématique. Et donc il faut s'en débarrasser. Donc on le sait, il faut s'en débarrasser. Alors encore une fois, autre chose qui nous est dite et qu'on a entendu aux États-Unis comme on a entendu en Europe, il se pourrait qu'une des stratégies par rapport à la Libye, c'est la division du pays. Avec la protection des intérêts pétroliers, et puis laisser l'homme ou laisser le système. On ne sait pas encore ce qui peut se passer. Mais la stratégie par rapport à la Libye, elle est loin d'être on va libérer le peuple au nom de la démocratie. Alors, c'est aussi ça qui va justifier cette intervention, et vous avez vu de façon tout à fait sidérante, je ne sais pas si moi, des fois c'est révoltant, de voir que le nouveau ministre des Affaires étrangères pendant une semaine de la France a été Bernard-Henri Lévy, qui amenait les gens, il les amenait à Paris, qui était en contact direct avec Hillary Clinton, qui était en contact avec le président, et qui a complètement mis sur la marche Juppé. Le nouveau ministre des Affaires étrangères apprend dans une réunion à Bruxelles que la France a reconnu le consensus
conseil libyen d'opposition. Mais que se passe-t-il? Et là, vous apercevez qu'il y a des enjeux qui ne sont pas strictement libyens, il y a des enjeux régionaux majeurs. Majeurs. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que tout ça, pourquoi? Non pas pour compliquer les choses. Je suis profondément en soutien des peuples qui demandent la démocratisation, la transparence. Profondément. Profondément en soutien de ces manifestations qui vont aller dans la non-violence revendiquer le droit des peuples. Mais en même temps, je me refuse à toute attitude naïve qui pourrait faire en sorte que ces mouvements se retournent contre nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'à un moment donné, il y a un contrôle différent. J'ai très peur par rapport à l'Égypte aujourd'hui, très très peur de ce qui peut se passer. Le changement de face, mais la perception du régime, parce que parfois ça peut être encore plus pervers que ce qu'on va. Au moins avec l'ancien régime, on savait. Là, on peut nous présenter de nouveaux visages, une nouvelle constitution, et les choses ne changent pas. Donc il faut rester très vigilant. L'analyse. Les jeunes, aujourd'hui, faites attention à ce que votre enthousiasme politique ne réduise pas votre analyse. Mais que votre analyse politique ne vous rende pas des gens passifs. Il faut réussir à mêler la détermination dans la revendication des valeurs et l'approfondissement dans l'analyse des phénomènes. C'est ça qui me paraît intéressant. Et moi, ce que j'ai envie de dire à des étudiants, c'est ne perdez jamais une des qualités nécessaires à n'importe quel processus de changement historique, c'est le courage. Mais un courage informé, pas un courage impulsif, pas un courage émotionnel, un courage informé. On analyse les choses, on se pose la question de savoir quelles sont les étapes, quelles sont les priorités, comment adapter à la réalité, par exemple marocaine, des processus historiques importants vers la démocratisation. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure me paraît très important. Il faut continuer au Maroc quelque chose qui a été commencé avant les autres pays, mais qui doit continuer, un processus de démocratisation et la fin du clientélisme politique. Il faut que le roi entende le peuple quand il lui dit, aujourd'hui, il faut que nos règles de vie commune et démocratique soit déterminée de bas en haut, sans clientélisme et sans corruption. Il faut plus de transparence et moins de corruption. Et celui qui doit être le garant de ces processus-là doit être celui qui doit entendre le peuple. Au minimum, c'est ce qui doit être entendu de la monarchie. C'est ce discours-là qu'il faut entendre, avec détermination, avec courage et sans naïveté, sans se laisser manipuler par un ou l'autre des mouvements qui voudraient récupérer la mise d'une certaine façon. Il faut que la position politique soit aussi claire et que la vision idéologique soit claire. Donc, une idée de ce point de vue-là du courage politique, une idée également de ces principes qu'il faut défendre, et c'est ma conclusion, il faut qu'on soit clair sur les principes qui sont les nôtres par rapport aux révolutions arabes. Moi, encore une fois, je vous ai dit, j'ai des points d'interrogation. Ce sont des révolutions inachevées. Je ne sais pas ce qu'il va en découdre ou ce qu'il va en résulter dans les forces d'opposition. Mais je dirais qu'il y a des discours et une compréhension sur lesquels il faut que nous soyons clairs. En d'autres termes, dans nos sociétés arabe et majoritairement musulmane, mais pas simplement musulmane, avec une diversité culturelle, il y a un certain nombre de principes qui doivent être les vecteurs de l'action. L'état de droit, la citoyenneté égalitaire, le suffrage universel réel, pas de clientélisme, pas d'élection pré-arrangée pour éviter, non, le vrai suffrage universel. Ce qu'on appelle le mandat électoral, qu'on a un mot en anglais qui dit accountability. C'est-à-dire, quand tu es élu, tu dois rendre des comptes. C'est pas t'es élu et c'est pas que tu rends des comptes, c'est que tu te remplis le compte. Oui, nous on est des champions. Ça c'est le mal arabe, universel. On a des élus, ils ne se rendent des comptes à personne, mais alors on ne sait jamais ce que leur compte recèle d'argent qui a été volé. Donc il faut le mandat électoral précis. Et la séparation des pouvoirs. Ça, ce sont des principes que l'on doit défendre. Que vous, de là où vous êtes, en tant que citoyen, en tant que musulman, vous devez pouvoir exprimer clairement en demandant qu'on aille dans la paix, sans violence, vers ces processus-là. C'est un minimum de la conscience citoyenne courageuse. Pas contre vos principes, mais au nom de vos références aussi, pas
pas contre vos références, mais au nom de vos références aussi. Et donc ça me paraît important. Maintenant, personne ne doit imposer à un pays un modèle politique. Les principes sont universels, les modèles politiques sont historiques et circonstanciels. En d'autres termes, le modèle marocain, c'est un modèle marocain. Il n'a pas à être exporté ou importé d'ailleurs. C'est à vous de trouver le modèle. Donc, réformer le modèle de l'intérieur pour appliquer les principes. Ça, c'est le courage du citoyen. En disant, on a bien compris quel était le modèle marocain. Maintenant, le modèle marocain, il n'est pas parfait. Il doit y avoir un vrai travail de réforme. Et si quelque chose peut être repris de toutes les autres révolutions, c'est un vrai travail de réforme qui mobilise les gens avec conscience de la complexité, courage et détermination. Et si vous, qui êtes des étudiants, vous avez accès à ces instruments de communication, accès à diverses voies d'information, il vous appartient d'être aussi partie prenante de ce débat public, de la société civile qui s'exprime. Je termine en disant une chose, vous savez pourquoi les révolutions sont aussi inachevées? Pas parce qu'il y a des forces obscures, mais à un moment donné, on a envie de dire à la société civile arabe, on a envie de dire aux intellectuels, on a envie de dire aux professeurs, on a envie de dire aux journalistes, on a envie de dire aux leaders politiques, mais à un moment donné, au lieu de vous plaindre systématiquement de ce qu'on n'a pas et de ce que l'Occident nous fait, est-ce qu'il n'est pas à un moment donné l'heure de devenir des sujets de notre histoire, de véritablement s'asseoir autour d'une table, toutes les forces d'opposition, et de discuter comme des êtres responsables de ce que l'on veut, pas simplement de ce que l'on ne veut pas? Est-ce que les sociétés civiles arabes n'ont pas la possibilité à un moment donné d'exprimer un discours constructif de responsabilisation, non pas un discours victimaire de rejet? Vous voyez la différence? Et s'il y a une chose que j'ai envie de dire à des étudiants, si vous n'êtes pas capable d'un discours responsable de sujet de l'histoire, alors où est-ce qu'on va aller chercher la force vive des réformes arabes? Où va-t-on le faire si vous vous cachez derrière blâmer l'Occident et ne pas être courageux pour changer votre présent? C'est aussi une des questions que vous devez vous poser au premier chef. Merci. Merci beaucoup pour cette analyse très intéressante, bien sûr, comme d'habitude. Tout à fait nouvelle pour nous, bien sûr. Une analyse qui nous incite à prendre du recul, beaucoup de recul, par rapport à tous ces événements du moment. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Alors, on va ouvrir le débat. On va commencer par la droite. On va faire passer le micro. Quelques questions, 2-3 questions à droite, 2-3 questions à gauche. Et puis je vais prendre des questions aussi pour les étudiants qui sont dans les autres amphis, avec des écrans. Voilà, Ouais. Ah, je ne savais pas, on les salue alors. Donc 2 questions par petit amphi. Et s'il vous plaît, présentez-vous avant de poser la question. Alors s'il vous plaît, il faut que je le rappelle, vous présentez bien sûr, mais ne vous faites pas la conférence s'il vous plaît. C'est-à-dire que les questions doivent être précises et concises. Merci. Le temps qui nous est imparti est assez limité. Merci. Bonsoir, Salah El-Maïdi, je suis journaliste et je suis membre du 20 février. J'ai 2 petites questions. D'abord, une petite remarque, moi je suis membre du 20 février, je connais les gens du 20 février, je pense pas qu'ils ont fait des formations au département d'État américain, mais rien du tout. On a été formés sur Facebook, on est des membres militants. Sur un certain nombre de moi je me donne bizarre par rapport aux États-Unis, même si on m'invite, j'ai une position très claire par rapport à ça. Donc j'ai une question plutôt avec ma casquette de journaliste par rapport au mouvement par rapport au Maroc, le mouvement de Aïd el-Ihsan, et je suis composant du mouvement du 20 février. Vous êtes plus ou moins proche par rapport à ce mouvement, vous avez des affinités. Que pensez-vous du combat que mène l'État actuellement contre ce mouvement? C'est important, c'est aussi le débat démocratique.
on prend plusieurs questions. Oui, on prend plusieurs questions. Bonjour, je suis également journaliste et je voulais revenir aussi par rapport à les médiatiques de tous ces mouvements révolutionnaires et particulièrement, disons, le changement de discours des médias publics dans les différents pays qui ont connu ces mouvements. Et aujourd'hui aussi, on constate au Maroc qu'il y a un gros mouvement de réforme qui est en train de naître au niveau des médias publics. Et les professionnels aujourd'hui se battent pour arriver à remettre à niveau la télévision, les institutions médiatiques publiques. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez déjà de ce qui a été fait notamment en Tunisie et en Égypte où les médias avaient tendance à être un peu la parole du pouvoir et voilà ce que vous pensez aussi par rapport au Maroc à ce niveau-là. Merci. On va prendre des étudiants, peut-être un en haut là. Oui, s'il vous plaît. Si, je me présente, Bobby Essoy, étudiant de la première année grande école. Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présentation, elle a été excellente. Mais j'aimerais moi mettre un commentaire. En fait, il faut cependant se poser une petite question. Quant aux manipulateurs et les marketeurs de ces mouvements-là, utilisés pour accentuer la propagande. Bon, certes, il y en a ceux qui veulent un changement radical, il y en a ceux qui prônent une répartition plus égalitaire des richesses, et il y en a ceux qui cherchent à écarter l'oligarchie présente au sein de notre société. Bref, moi je pense qu'il existe d'autres points sur lesquels on doit agir plus, notamment le dossier du Sahara. Je pense que le timing du mouvement du 20 février ou du 20 mars est mal choisi. Je pense tout d'abord. Le Maroc reste un pays à part, il a des enjeux géopolitiques qu'il doit défendre. Moi, personnellement, ça me fait du mal quand j'allume la télé, je regarde El Jazeera et je vois la map marocaine divisée en deux. La question, s'il vous plaît. Oui, là, c'est une remarque destinée à tous les gens ici présents dans cette salle. Je pense qu'avant de dormir tranquillement chez soi, il faut s'assurer que la porte est fermée. Et c'est effectivement le cas du Maroc. J'estime qu'il faut défendre certains points avant d'entamer d'autres points qui sont la démocratie ou autre chose. Merci. On va passer à gauche, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Rapidement, s'il vous plaît. Il y en a trois là. Alors bonjour, d'abord je me présente, je m'appelle Jamel Salman et je suis étudiante en médecine. Je m'étais battue hier pour venir à notre faculté, mais je suis sûre que c'est juste une partie remise et si vous l'acceptez, on devrait vous réinviter pour une prochaine fois. Alors, voilà, je voudrais soulever un problème en fait. Il s'agit du problème de la dépolitisation de la jeunesse marocaine. On a vu ce problème dans la critique qu'ont fait les mouvements contre le mouvement du 20 février, sur Facebook notamment, qui était le mouvement contre le mouvement du 20 février était le plus large et le plus répandu. Mais le problème, c'est qu'on a vu dans cette réplique que c'était des attaques à la personne. On disait comme quoi c'était des alcoolos, c'était des chrétiens, c'était
Ma question est simple, je ne vais pas revenir sur le fait de naïveté, Jazeera et tout, vous fermez la porte, ça c'est autre chose. Ma question est simple, puisqu'on est à l'ISCAE, on est au Maroc, donc je pense qu'une question se pose. Quelle est votre perspective pour dans l'avenir pour le Maroc? Ma question est simple. D'après les données qu'il y a maintenant, quelle est votre perspective? Merci. Tout d'abord, je vais vous féliciter pour cette brillante intervention. J'ai deux petites questions. Comme l'a dit mon confrère tout à l'heure nigérien, d'abord moi je remets en cause un peu le thème de cette conférence, le printemps arabe. J'estime que ce n'est pas un printemps arabe, c'est un printemps peut-être arabo-musulman, quelque chose comme ça. Je suis en Algérie aussi, il n'y a pas que des arabes, voilà. Et donc ça ne peut pas être un printemps arabe, mais un printemps peut-être arabo-musulman, ou bien d'une manière générale, toutes les sociétés en voie de développement. Puisque aujourd'hui, dans la plupart des sociétés en voie de développement, plus de 60% de la population ont moins de 20 ans. Donc c'est une bombe à retardement qui est là. Et j'aimerais beaucoup que vous insistez sur ce enjeu-là, puisque il y a un effet de pourrissement qui peut avoir une limite. Et quand on atteint cela, on atteint le point de non-retour. Et c'est ce qui s'est passé dans la plupart des sociétés, et c'est ce qui est en train de se passer. Non seulement c'est le début, ce n'est que le début. Et la suite risque d'être pire si le gouvernement, les sociétés ne prennent pas de responsabilité vis-à-vis de cette jeunesse qui est en phase de venir sur le marché de l'emploi et elle n'a rien pour répondre à leurs besoins. Et donc ça c'est très dangereux. Si les gouvernements vont ne prennent pas leurs responsabilités par rapport à ce qu'ils offrent à cette jeunesse, c'est une bombe à retardement et c'est là dans tous les pays. Merci. Ma question c'est quoi? Ici aujourd'hui, cette jeunesse, qu'est-ce qu'elle doit faire sur le plan puisque vous avez défini ce que les gens ne veulent pas. Mais aujourd'hui, elle doit définir, la jeunesse doit définir ce qu'elle veut. Et cela dans tous les cas. Merci Diallo, merci. On va encore deux. Non, s'il vous plaît, encore deux questions pour le petit amphi d'en bas. Merci.
pour le petit amphi d'en bas. Apparemment, il n'y a pas de question au niveau du... Alors, on va arrêter, si vous voulez bien. On va demander au professeur de répondre d'abord aux questions. Et puis, s'il nous reste du temps, eh bien, on redonnera le micro-baladeur. Je vous remercie. À vous la parole, professeur. Bien, je vais essayer d'être synthétique dans les réponses parce que je crois que c'est tout à fait intéressant de vous entendre et d'entendre des réflexions en même temps que vos questions. Par rapport à votre première intervention, comprenez bien ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas dit, ce que j'ai expliqué, c'est ce qui s'est effectivement passé en Égypte et qui a eu un impact aussi sur les mobilisations tunisiennes. Ça, c'est l'étincelle. Et il y a bien eu un mouvement de formation. Maintenant, vous, ce que vous pouvez vivre au Maroc, ça peut être quelque chose qui est dans l'informel, où vous prenez votre expérience du terrain, de la communication, où vous êtes en contact peut-être avec d'autres qui l'ont fait ailleurs, sans qu'il y ait eu de formation pour votre part. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça existe, c'est une évidence. Moi, je n'ai pas dit que tout était sous contrôle de la formation, mais qu'il y a bien une formation qui est bien plus longue que l'apparente soudaineté du phénomène. Et ça m'interpelle. Ça m'interpelle, pas simplement en disant il y a une manipulation, mais sur l'efficacité. Il y a aujourd'hui quelque chose de clair, des jeunes, à partir des réseaux sociaux et de la maîtrise de ces communications, ont réussi à faire ce qu'aucun parti politique, aucune élite de position n'a réussi à faire pendant des décennies. C'est ça la réalité. Et donc, il y a aussi, de ce point de vue-là, d'abord à le constater, puis ensuite à toujours se poser des questions. Maintenant, sur la position par rapport aux mouvements islamistes, que ce soit de l'Ad ou de l'Ihsan ici que vous avez, ou du PJD, ou de n'importe quelle tendance dans le monde arabe ou dans le monde majoritairement musulman, moi j'ai une position qui est extrêmement claire. Elle est extrêmement claire et je n'en dévie en aucune circonstance. Quand on m'a posé la question en Égypte, d'accord, moi, vous savez d'où je viens, je suis le petit-fils du fondateur des Frères musulmans, c'est connu de tout le monde, je ne fais pas partie du mouvement des Frères musulmans, j'ai une analyse qui est une analyse historique, qui est pour certaines situations la reconnaissance que ce mouvement a été légaliste et anticolonialiste à son départ, qu'il y a eu une répression et que parfois certains mouvements se sont radicalisés et sont même sortis du mouvement au départ, et puis d'autres sont restés dans la liste. Ma position, elle est pour toutes les sociétés majoritairement musulmanes, et toutes les sociétés du monde en fait. C'est qu'à partir du moment où vous avez des partis qui sont non violents, oui, qui sont légalistes et qui respectent l'ordre politique, c'est-à-dire l'ordre légal, et qui sont dans l'opposition politique, qui jouent la carte du débat critique par rapport à n'importe quel gouvernement, ils doivent être autorisés à s'exprimer. La répression, la torture et l'emprisonnement ne sont que des vecteurs qui vont produire plus de radicalisation et pas plus de démocratie. Ma position de ce point de vue-là est extrêmement claire. C'est-à-dire que moi, ce qu'on veut de n'importe quel pays du monde, c'est que quand on a affaire à des mouvements qui existent, souvenez-vous de ce qu'on a dit, par exemple, à ceux qui sont au pouvoir maintenant en Turquie. On a dit, quand Erdogan est venu, oh, des islamistes, ils vont nous mettre le pays à feu et à sang. Écoutez, regardez ce qui s'est passé. Les gens ont évolué sur 20-30 ans. Et moi, je vous dis que dans le monde musulman aujourd'hui, tous les mouvements évoluent, repositionnent leur carte, regardent ce qu'il en est des femmes, regardent ce qu'il en est de la démocratie, regardent... Il faut laisser les gens s'exprimer dans un état démocratique et de transparence à partir du moment où nous sommes tous clairs. Refus catégorique de toute manifestation violente et d'intervention par la violence dans le débat politique. C'est clair. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que cela? Je l'ai dit et répété, et je le répéterai de ce point de vue-là partout, et je l'ai dit même en Occident, en disant, vous êtes aussi responsable en Occident d'avoir permis que des dictatures répriment dans le sang et la terreur, et puis après vous étonnez qu'il y ait des manifestations de radicalisation. Là aussi, ça n'est pas possible. Donc voilà ma position. Sur le volet médiatique, et ce que vous avez mis en évidence, je crois que ça c'est aussi une chose qui est intéressante. Il est une évidence aujourd'hui, c'est que l'évolution, la transformation du paysage médiatique tunisien est phénoménale. Beaucoup plus qu'elle l'est en Égypte aujourd'hui. Donc on a vraiment quelque chose qui s'est débloqué. On peut s'exprimer et de façon assez libre, même pas assez, de façon libre en Tunisie aujourd'hui. C'est beaucoup plus lent,
En Égypte aujourd'hui, on a des velléités, on a des expressions, mais ça reste quand même de ce point de vue-là, raison pour laquelle, vous savez, moi, je suis plus disposé maintenant. Moi, j'ai été interdit d'entrer en Tunisie pendant 17 ans, en Égypte pendant 15 ans. Là, on me demande d'aller dans les deux pays. Je ne vais pas aller de façon certaine maintenant en Égypte parce que je n'ai pas du tout confiance dans ce qui se passe. Je veux attendre de voir ce qui se passe. Je me pose une question par rapport à la Tunisie où on insiste beaucoup pour que j'aille. Mais ce que je fais comme analyse, c'est que la situation en Tunisie, c'est beaucoup plus libéralisé du point de vue des médias. En Égypte, point d'interrogation. Il y a une chose quand même qu'il faut qu'on reconnaisse. Moi, j'ai eu des discussions avec des personnes qui vivent ici au Maroc et qui m'ont dit on a vu pendant ces dernières semaines une vraie évolution dans l'expression de la pensée politique au Maroc avec, dans des émissions de télévision, des gens qui viennent exprimer des opinions qui sont des opinions qui peuvent être d'opposition. Et ça, à mon sens, c'est tout à fait positif. C'est-à-dire qu'il y a un vrai mouvement qui va se ferrer vers plus de transparence. Donc à partir de là, il faut le saluer, il faut continuer à travailler dans ce sens-là au Maroc. Je pense que l'avenir du Maroc, c'est aussi cette transparence médiatique, la liberté de la parole critique. Il n'y aura jamais de sécurité et de stabilité au Maroc de façon aussi importante que quand la parole politique se sera libérée. Toujours, si nous sommes d'accord, qu'il s'agit d'une parole politique qui a le droit d'être dans l'opposition à partir du moment où elle ne revendique pas la violence et le fait de tuer des civils ou des gens au pouvoir. On n'est pas dans cette... Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il faut qu'on ait aussi des règles du jeu. L'état de droit, c'est une des règles du jeu, c'est-à-dire on respecte l'état du droit et il faut aller de ce point de vue-là. Il faut espérer d'ailleurs que la réforme de la Constitution, elle aille jusqu'au bout de son processus, c'est-à-dire que ce ne soit pas une mise en scène. Ça serait très grave pour le Maroc que l'appel à la réforme de la Constitution ne soit qu'une mise en scène et qui trompe le peuple. Il faut vraiment qu'on soit de ce... Je veux dire, on ne peut pas se permettre au Maroc, avec tout ce qui se passe dans la région, dans cette région du monde, de jouer une réforme de la Constitution qui n'irait pas jusqu'à son terme du respect des aspirations populaires. Parce qu'alors là, ça serait contre-productif. Oui, si le peuple se sentait floué ou si les forces qui se mobilisent sentaient qu'on les a manipulés. Donc là, il faut aller jusqu'au bout de ce processus-là avec honnêteté, avec sérieux et avec une vraie volonté politique. Quand je vous entends, vous vous êtes un tout petit peu répondu l'un à l'autre et vous avez pris une position. J'ai tout de suite su, quand vous saluez le caractère excellent de l'exposé, que vous avez ajouté le mais, qu'après le mais viendrait la substance de votre propos. Vous éveillez quelque chose qui est de faire attention à la manipulation possible. Vous avez, j'espère, entendu dans mon propos qu'en mettant en évidence la complexité, je mettais aussi en évidence qu'il fallait faire attention à toutes les potentialités. Mais attention, moi je ne veux pas non plus tomber dans l'autre piège, qui est celui de dire, parce qu'on a peur des manipulateurs, restons comme nous sommes et ne faisons rien. Je n'aime pas ceux qui jouent la peur de la manipulation pour justifier la passivité. Il y a une chose que j'espère partager avec vous. Moi je suis un ami de ce pays. C'est un pays que j'aime et dont j'ai même dit publiquement que c'était un pays dont c'était ma patrie d'adoption. Mais l'une des choses dont je suis totalement conscient et qui est une détermination qui fait que je sais qu'au niveau du gouvernement, j'ai des gens qui m'aiment et des gens qui me détestent. Je le sais et je l'assume. Mais je sais une chose, c'est qu'au vu de ce qu'est le Maroc aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent que ce pays a vraiment besoin d'aller vers des réformes, de la démocratisation, de la transparence, encore plus que maintenant. Donc moi, je ne vais pas fermer la porte. Je vais frapper à la porte. Frapper à la porte, vous comprenez bien. Frapper à la porte avec les principes dont je viens de parler. Moi, je ne vais pas essayer d'aller prendre le Sahara qui pourrait unir les Marocains, une autre affaire internationale, la Palestine. Utiliser l'international pour ne pas regarder les défis nationaux en face. Il faut les regarder en face, il faut frapper à la porte, il faut les prioriser. Et au lieu d'avoir un débat de sourds, comme on pourrait avoir en vous entendant, il faut un vrai débat critique. Et il faut, encore une fois, là ça me fait rebondir sur la troisième, les universités n'ont pas vocation à enseigner la pensée politique au sens apprendre une idéologie ou une autre. Par contre, ce doit être des places ouvertes. Regardez,
Là, on est là, il faut saluer, parce que je peux vous dire une chose, il y a des institutions dans ce pays qui ne reçoivent pas Tariq Ramadan. Il y a des universités ici qui ont fait tourner en bourrique des étudiants pour me recevoir, pour qu'en fait je n'y sois pas reçu aujourd'hui dans votre pays. Certains, c'est pas parce que ça vient du gouvernement, ils s'auto-censurent. Oui. La force d'un pouvoir, c'est quand vous faites en sorte que des institutions de liberté s'auto-censurent. Là, vous avez gagné total. Vous faites en sorte qu'ils ont peur. Et ça, c'est grave. Donc je pense que les universités, elles doivent donner la possibilité aux gens de s'exprimer comme on le fait maintenant. Regardez, c'est un débat critique, il y a des passions qui s'expriment, mais dans le calme, on s'écoute, on se parle, on est d'accord, on n'est pas d'accord. L'avenir du Maroc, c'est ça. L'avenir du Maroc, c'est ce débat. C'est ouvrir ce champ-là, donc on salue quand des gens le font. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que de votre côté, autant je comprends que vous puissiez être critique par rapport à ce que j'ai dit, ou que vous appeliez les étudiants à faire attention, mon conseil à moi, c'est que vous fassiez partie d'un vrai débat critique qui ne confonde pas la prudence vis-à-vis de la manipulation avec le silence par rapport aux revendications. Je pense qu'on peut avoir une façon déterminée d'appuyer des pensées, mais qu'on entre dans un débat, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est ça, à mon sens, qui est déterminant aussi. Alors on m'a posé la question, vous avez parlé d'autres facultés, d'intervenir dans d'autres universités. J'attends avec détermination l'invitation de votre faculté, puisque j'ai eu l'occasion de me promener de salle en salle virtuellement, ça viendra. Donc, sur la question des perspectives, on me demande des perspectives d'avenir du Maroc. Je ne vais pas me transformer en devin, mais par contre, qu'est-ce que j'aimerais? Même si c'est une question importante, qu'est-ce que j'aimerais? Il y a une chose qui est vraiment déterminante, c'est que le mouvement soit non violent et pacifiste et qu'il vienne du peuple. Mais pas un peuple vidé de son débat critique des intellectuels et de la société civile. Un vrai débat de la société civile. Et ce que je pense être faux, c'est d'imaginer qu'on ait voir dans d'autres pays le modèle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le modèle sera marocain. Mais à partir de votre mémoire historique, de votre expérience historique, il faut aller jusqu'au bout. À un moment donné, la réaction du roi du Maroc a été de dire la Constitution, on va y travailler. Eh bien, il faut qu'on soit sérieux. Sérieux, ça veut dire qu'il faut discuter de la Constitution avec tous les partenaires sociaux. Pas avec des partenaires choisis qui vont discuter entre gens déjà convertis à un projet. Non. On ne sait pas me transformer en militant politique. Là, je devrais vous parler par Skype depuis Genève ou depuis Londres. Donc, non, sérieusement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout de ce processus. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout ce qui s'ouvre ne soit pas simplement une ouverture au Maroc parce qu'on a peur du destin qui pourrait être le même que celui des autres pays, mais une vraie dynamique dans lesquelles vous les jeunes, parce que c'est vrai ce qu'a dit vous du Niger, ce que vous avez dit qui est tout à fait vrai, et c'est Diallo aussi qui disait ça, c'est le caractère très très jeune des populations. Et donc ces populations, il faut qu'elles soient respectées. Vous devez être partie prenante de ce débat-là. Et s'il vous plaît, une chose qui est importante, la population marocaine est une population très jeune. Ce serait grave aujourd'hui qu'on fasse penser à la jeunesse qu'elle n'a pas elle n'est pas partie prenante du processus. C'est-à-dire que c'est vrai, moi je suis complètement d'accord, je crains aujourd'hui chez une partie de la jeunesse une obsession de la réussite sociale avec une dépolitisation intellectuelle. Oui, il faut que je trouve ma place, il faut que j'ai mon salaire, il faut que... Et puis c'est tout. Non. Attention, il faut trouver sa place, il faut avoir son salaire, mais il faut avoir une conscience politique qui veuille le bien collectif de la société. Il faut qu'on soit collectivement et politiquement pour le bien de tous, même si on défend son précaré de la réussite sociale. Ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, chez beaucoup d'autres étudiants, on cherche les grandes écoles, on cherche les écoles, même à l'étranger en France, avec la seule perspective, je veux réussir ma vie, gagner mon salaire, et c'est tout. La misère des peuples, je m'en fiche. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On regarde les gouvernements.
Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut réformer aussi. Parce que si vous me demandez une chose, ce que j'aimerais, c'est que la conscience... Là, vous, je suis désolé, moi je viens ici dans une université, vous ne représentez pas tout le Maroc. Vous êtes les majorités des étudiants qui êtes ici, vous êtes plutôt des privilégiés du Maroc. Alors vos privilèges, c'est pourquoi? C'est pour réussir tout seul? Ou c'est pour restituer à la collectivité votre savoir-faire? Surtout dans une institution qui est ici au Maroc, vous n'êtes pas parti en France, vous êtes là. Donc ça, il faut le restituer. Il faut le restituer comment? Par le travail, mais aussi par la pensée critique, par le débat, par la participation politique. Et là, je suis complètement d'accord. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est des jeunes étudiants qui viennent des facultés, ici, de l'ISCA, de médecine, de partout, et qui est... Mais attention, pas de la politique politicienne, mais de la politique au service des peuples. Et ça, c'est aussi ce qui me paraît important dans ce qu'on pourrait attendre. C'est ça que je pourrais attendre. Et ce que vous avez mis en évidence sur l'Afrique, sur la lutte contre... Je ne crois pas à quelque chose qui serait une troisième guerre mondiale. Je ne le vois pas de cette façon-là. Et le fait de dire que c'est un printemps arabo-musulman, bien entendu qu'il y a la référence musulmane, bien entendu, mais... Aujourd'hui, ça aussi, il faut faire attention de ne pas simplement surdéterminer des qualificatifs. Aujourd'hui, ce à quoi il faut donner la priorité, c'est des... Vous savez, en anglais, on appelle ça des mindsets, c'est-à-dire des tournures d'esprit. C'est-à-dire la capacité de se regarder et de se dire, attendez, moi je viens de quelque part. Vous au Niger, ou vous au Maroc, vous venez de quelque part, vous avez une histoire. Cette histoire, elle est une histoire d'une nation. Elle est une histoire d'une culture, elle est une histoire d'une religion. Ça, il faut l'assumer. Il faut savoir d'où on vient si on veut savoir où on va. Mais c'est vraiment une formule qui est un slogan, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai qu'il faut savoir qu'est-ce que l'on porte comme valeur. Qu'est-ce que l'on porte comme valeur quand on est citoyen marocain avec l'arabité, mais pas seulement, c'est-à-dire toute la spécificité des cultures marocaines, la centralité d'une langue, la religion et les religions qui forment le Maroc, et qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. C'est la même chose aussi au Niger, c'est-à-dire qu'il faut se réconcilier avec ça, il faut se réconcilier avec ces racines-là. Et les jeunes, malheureusement, ils sont souvent trop pris dans la volonté de réussir leur vie sans connaître d'où ils viennent ni leurs racines. Alors vous qui êtes ici ce soir, non mais parce que vous pouvez me dire, je comprends que vous secouez la tête, mais vous savez, le Niger, je le connais très bien, c'est un pays que j'ai visité une dizaine de fois. Comme le Maroc, j'y viens souvent. Encore une fois, les consciences politisées, les consciences critiques au Niger comme au Maroc sont minoritaires. Vous n'êtes pas représentatif des jeunes Nigériens. La majorité des jeunes Nigériens ne sont pas dans la conscience politique. Exactement. C'est-à-dire pour eux, c'est une question de survie. Ils vont dire, regardez, de quoi tu me parles? Tu veux que je change? J'ai faim. Je veux qu'on me respecte. Mais oui, mais ils ont raison. Et il y a beaucoup de gens au Maroc qui vivent ça aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de dignité sociale. Il faut qu'on commence aussi par ça, qu'on sache quelles sont les priorités. Non, on va pas faire un dialogue. Mais c'est aussi le fruit de la corruption, mais pas seulement. C'est des priorités politiques aussi. C'est dans l'investissement scolaire. Oui, c'est aussi ça qui est aussi déterminant. Alors, j'aimerais aller rapidement dans les 3 dernières questions qui m'ont été posées. Une question très intéressante qui a peut-être donné l'impression que j'évitais le sujet, mais... Oui. Non, n'évitez pas le sujet du Bahreïn. J'ai fait référence au Bahreïn comme j'ai fait référence au Yémen ou comme j'ai fait référence à la Mauritanie, mais parce que je voulais pas... J'ai pas parlé de tous les pays. Mais maintenant, si on y vient, ça c'est aussi très très intéressant, parce que autant j'ai parlé de la Libye qui était un enjeu stratégique et on s'apercevait bien qu'en Occident, il y avait une politique différenciée, autant au Bahreïn, c'est exactement la même chose. Et ça, on le sait depuis le début. On le sait depuis le début. Un de mes amis journalistes qui est parti tout au début des émeutes au Bahreïn a dit « ils ne les laisseront pas faire ». L'Arabie Saoudite va intervenir. Mais pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est proche des pétromonarchies. Essayez d'imaginer ce qui se passe si le Bahreïn tombe en termes de pétromonarchie. On est proche des intérêts pétroliers et on est proche de l'Arabie Saoudite aussi. Donc à un moment donné, il y a là un enjeu géostratégique et économique capital, mais qui est démultiplié par l'effet cascade. Si ça tombe, alors tout peut arriver. Mais vraiment, tout peut arriver dans les pétromonarchies. Donc il fallait sécuriser. Et comment on l'a sécurisé? Par 2 choses. D'abord un discours.
D'abord un discours, et qui fonctionne aujourd'hui malheureusement très bien parmi les musulmans. Très très bien. Ça n'a pas commencé au Bahreïn, ça a commencé en Irak. Et ça n'a pas commencé simplement en Irak. Ça a été instrumentalisé aussi par les pétromonarchies. C'est la fracture sunnite-chiite. Et la fracture sunnite-chiite a été instrumentalisée en Irak. Souvenez-vous, en Irak, mais pas seulement. En Irak, ça a été... Alors encore une fois, vous savez, Ben Nani, le penseur algérien, disait une chose sur la colonisation. Il dit « Nous avons été colonisés car nous étions colonisables. Nous avons été divisés car nous étions divisables. » Parce qu'il y a un vrai discours chez les sunnites de non-compréhension du chiisme. Et il y a un vrai discours chez les chiites de non-compréhension du sunnisme. C'est-à-dire que pour certains sunnites, les chiites ne sont pas musulmans. On en est là. Et que chez certains chiites, les sunnites sont dangereux, jusqu'au point qu'il n'y a pas de mosquée sunnite officielle en Iran. On en est là. Donc on est divisable. Donc l'opération américaine en Irak, pour gagner, a divisé. Stratégie élémentaire de n'importe qui veut prendre, n'importe quel pouvoir qui veut prendre possession. Ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que ça a joué et que là il y a eu un développement, mais ça n'a pas simplement été ça. J'aimerais vous dire une chose. Vous avez entendu, souvenez-vous, lors de l'invasion israélienne au sud Liban, l'expression d'une fatwa qui vient d'une pétromonarchie qui nous explique que nous ne pouvons pas être en soutien du Liban car ils sont chiites. Des bombes d'Israël tombent sur le sud Liban, condamnées par la communauté internationale en disant c'est pas possible, et on a des autorités religieuses sunnites qui nous disent vous ne pouvez pas, vous sunnites, soutenir la résistance libanaise, ils sont chiites. Mais quand on en arrive à ce degré-là de division politique et de manipulation par des pouvoirs, vous apercevez que là c'est grave. Et aujourd'hui, on a utilisé la même chose au Bahreïn, c'est les sunnites contre les chiites, et donc l'Arabie saoudite intervient au nom du sunnisme contre les chiites qui sont... Et on nous a concocté quelque chose qui est la non-réalité des mouvements populaires. Parce que c'est pas vrai. Au Bahreïn, c'est transversal. Mais donc il faut bien comprendre, là aussi, qu'on est vraiment dans quelque chose qui est un jeu de contrôle. Là, on a vraiment l'expression que ça n'est pas simplement spontané, ça peut être manipulé et contrôlé, ça dépend de l'intérêt stratégique et géostratégique du lieu. Il y a des lieux aujourd'hui où les révolutions arabes ne sont pas factuellement possibles. On ne les laissera pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça, il faut en faire l'analyse. Alors, toute la question est de savoir, est-ce que c'est parce que dans ces lieux, c'est pas possible qu'il ne faut rien faire, ou est-ce qu'il faut prendre possession de tous les lieux où c'est possible et de faire avancer le processus de démocratisation? Moi, c'est ça ma position. Partout où c'est possible de pousser, il faut pousser. Oui, et puis on a des bastions qui, après on verra, l'histoire dira si quelque chose d'autre peut se passer. Sur la jeunesse, j'en ai parlé. Et j'ai eu l'impression, j'espère, que vous avez compris pendant toute mon intervention que j'essayais de traduire ce que la jeunesse devait faire. Oui. Alors, si je dois résumer, la première des choses, c'est d'abord de s'informer, de faire un vrai travail d'information. Pas un travail d'information au petit bonheur la chance. Excusez-moi. Je peux comprendre que vous vous mobilisiez par rapport à Facebook, mais si Facebook est votre seule source d'information, vous êtes dangereux. Et moi, je suis désolé, je vois des jeunes, ils lisent plus de livres, ils ne lisent plus. Ils n'ont aucune conscience historique. Ils ne lisent plus de livres. Ils sont dans l'événementiel. On prend ici, on prend là. Ils construisent du politique, de l'événementiel, de la salade. Salata. Hein? En égyptien, salata, yani... Bon, je vais pas insister. Mais c'est ça. On prend d'ici, on prend... Il n'y a plus de pensée cohérente. Attention, moi, un jeune qui pense que comme ça, il est dangereux. Je veux dire, il faut que l'Internet nous permette de multiplier l'information, pas de s'informer strictement de façon complètement chaotique. Donc il faut lire des livres, s'informer, avoir une vision historique, la reconnaissance, la mémoire de ces histoires récentes, elle est très très importante, très importante.
Il faut comprendre ça. La deuxième des choses, c'est il faut, dans les espaces où vous avez de la liberté, vous exprimer. Je vais vous dire une chose, vous n'apprenez jamais autant le débat critique que quand vous le pratiquez. Il y en a certains qui viennent vers moi et me disent, quand ils me voient à la télévision, ils me disent « Ah, c'est mieux maintenant qu'avant ». Ah ben oui, j'en ai pris sur la tête avant de m'améliorer. Il a fallu que j'apprenne. J'en ai pris depuis 15 ans déjà. Et j'ai appris. On commence à comprendre comment ça fonctionne. C'est un métier, la communication. Donc il faut débattre. Et c'est pas simplement la communication, c'est que la communication vous apprend à réfléchir aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? La communication, ça vous apprend à attendre. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut, c'est ce qu'on vient de faire là maintenant, en petit cercle entre vous, la communication critique est importante, et puis du courage. S'il vous plaît, essayez en tant qu'étudiant, soyez des jeunes en fait. Soyez pas trop vieux trop vite, quoi. Non, parce que franchement, on a certains jeunes, ils sont vieux intellectuellement. Vous savez comment on les appelle dans le langage... Pas le langage châtié de l'ISCA, dans le langage des rues, des planqués, un peu vieux, on dit rien, on analyse peu, on n'ose pas, un peu de courage. Du courage et de la dignité, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais ça veut dire déconstruire une vision collective. Malheureusement, on vient de me donner une mauvaise nouvelle. Un lauréat promotion 2010 est décédé cet après-midi. C'est Jaël El-Badawi. On me demande de faire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On me demande de Fatiha, s'il vous plaît, avant qu'on se quitte. Voilà. 2009, on m'a dit 2010. Je te laisse. C'est votre institution, je pense qu'il faut. Bien, bien. T'es dans le micro? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تولوا الله محبته وتولنا أجمعين Je remercie Artalef, je te remercie d'avoir répondu encore présent. Merci pour cette formidable conférence qui, j'espère, nous a tous un peu, va nous faire réagir, va nous faire